Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. On va reparler de la réforme des retraites. Elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Et justement, c'est Agnès Buzyn qui devait la défendre devant les députés. Or, ce ne sera pas elle. Elle a quitté le gouvernement pour être candidate à la mairie de Paris. Vous lui souhaitez bonne chance pour ce nouveau défi? Non, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est ministre, et on devrait mener à bien les sujets. Il y en a quelques-uns dans la santé. Je pense évidemment à la réforme des retraites, mais le malaise à l'hôpital qui dure depuis des mois. Et il y a encore eu une journée d'action vendredi. Donc, mais c'est pas la seule. Soit on est ministre et on a son boulot à faire, soit on fait autre chose. Mais c'est un peu bizarre. Il n'y a pas qu'elle. Il y a le Premier ministre, il y a M. Darmanin. Il y a une forme d'irresponsabilité. Alors, M. Darmanin, il reste au gouvernement et il fait campagne le week-end, comme Édouard Philippe d'ailleurs. Ça vous choque de la même façon? C'est la même chose. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je ne suis pas un spécialiste. Soit on a une mission à mener à bien dans un gouvernement, soit on veut changer d'orientation ou de carrière, ou revenir à ses premiers amours, et on fait un autre choix. Mais c'est ce que fait Agnès Buzyn. Elle fait un choix, justement. Elle n'est pas sur deux missions différentes. Oui, mais il me semble qu'il y a quelques dossiers chauds au ministère de la Santé, et notamment l'avenir de l'hôpital public et le malaise qu'il y a depuis des mois. Et je pense que c'est un sujet qui mérite toute l'attention de la ministre et du gouvernement d'ailleurs. Donc il y a une forme, si j'entends bien, je vous entends bien, une forme d'irresponsabilité à abandonner son poste. Abandon de poste, c'est une formule? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous dis simplement que je ne comprends pas que des ministres en charge de dossiers importants décident de changer, de quitter leur poste et de faire autre chose. Du coup, vous la qualifiez comment, cette attitude? Ou ce choix, vous le qualifiez comment? Je ne comprends pas, point. Donc ça suscite chez vous une incompréhension et quand même une condamnation. Ça vous inquiète au minimum? Non, pourquoi vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas envie? Mais parce que pour sortir un peu pour comprendre ce qu'il y a derrière cette incompréhension, Philippe Martinez. Madame Buzyn... Vous trouvez pas ça Madame Buzyn, c'est très bien, parce que ça fait des mois que ça dure, qu'il y a un problème à l'hôpital. Un grand malaise, Et donc, il y a besoin de mener à bien, de prendre en compte les revendications du personnel soignant, hospitalier dans son ensemble. Voilà, c'est tout ce que je dis. Olivier Véran lui succède. Il est médecin, il est neurologue, il connaît bien, il a été rapporteur général du budget de la sécurité sociale, des affaires sociales. Il est surtout un homme politique depuis pas mal d'années. Oui, et ben voilà, il a l'expérience. On verra. Ça veut dire quoi, pas mal d'années? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que c'est d'abord un homme politique. Avant d'être un technicien. Avant d'être un technicien. Ouais. Est-ce que vous félicitez qu'un médecin qui connaît bien le secteur... Mais Madame Buzyn n'était pas médecin? Si. Donc c'est la question de la politique qui est menée. Quand on considère que la santé est une dépense dans un pays aussi développé que la France, c'est là qu'il y a un problème. La santé, ça devrait être un investissement. C'est-à-dire, on ne devrait pas considérer qu'il faut réduire les dépenses pour soigner les gens, pour qu'ils vivent plus longtemps. C'est ça le problème. On ne devrait pas compter l'argent, il faut en trouver, mais on ne devrait pas compter de l'argent pour que le personnel de la santé soit reconnu dans ses qualifications. Vous savez très bien qu'il y a un problème de reconnaissance de qualification dans l'ensemble des métiers de la santé. Ça ne changera rien à la politique de la santé que mène le gouvernement, ce changement d'hommes et de femmes. Mais c'est pas les changements de ministres qui comptent, c'est quelle orientation politique on veut mener. Or, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, on considère la santé comme une dépense, et c'est ça qui est un problème dans notre pays. Vous savez, on devrait sacraliser 2 choses. L'éducation, parce que c'est l'avenir de la jeunesse, et la santé, parce que c'est le signe d'un pays qui se porte bien, c'est le cas de le dire. Mais une dernière question, j'entends déjà le gouvernement dire, voilà, Philippe Martinez, ça fait des mois et des mois qu'il critique Agnès Buzyn pour la façon dont elle gère les dossiers de santé, maintenant qu'elle part, il la critique toujours. Mais ça devrait... Premièrement, s'il y avait que Philippe Martinez, ça serait pas grave. Mais il y a des milliers et des milliers de personnels qui critiquent la politique du gouvernement en matière de santé. Quand des professeurs, des dizaines et des dizaines de professeurs de renom démissionnent, vous ne pensez pas que c'est un signe d'un grave malaise dans l'hôpital public? Or, nous avons la chance d'avoir du personnel attaché à l'hôpital public. C'est-à-dire un personnel qui considère que c'est pas la carte bleue
qui doit décider de la santé, mais la solidarité et la sécurité sociale. C'est une chance pour le pays. Qu'est-ce que vous demandez à Olivier Véran? D'abord, est-ce que vous souhaitez le rencontrer très rapidement, compte tenu des dossiers qu'il gère? Mais ne personnalisez pas avec le nouveau ministre. C'est la politique du gouvernement. Vous souhaitez être reçu par le nouveau ministre de la Santé? Et évidemment qu'on veut être reçu. Mais c'est d'abord la politique du gouvernement qui pose problème. Un mot quand même de l'affaire Benjamin Griveaux. Vous êtes une personnalité publique, Philippe Martinez, qui est arrivé à l'ancien candidat à la mairie de Paris, La République En Marche, divulgation de sa vie privée. Ça vous inspire quoi? Écoutez, je trouve que la politique, mais plus globalement toutes les personnalités publiques sont soumis à une forte pression. On le vit les uns et les autres. Je pense qu'il y a besoin de refaire de la politique, refaire de la bataille des idées, enfin en tout cas un débat d'idées. Et ce genre de pratique n'est pas très démocratique et n'est pas très sain pour un monde politique qui est déjà mal en point, je veux dire. Parce que certains défendent la transparence absolue, à tout prix. D'ailleurs, on l'a entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait ce type d'aspiration. Vous le comprenez? Parce qu'on est responsable, parce qu'on est une personnalité publique et qu'on a voulu prendre des responsabilités publiques, on devrait, disent certains, effectivement, tout étaler sur la place publique. Non mais cette transparence, tout est allé. Non. Cette exigence-là. Mais qui est de la transparence, je pense, sur un train de vie, sur des revenus, sur des salaires, quand on participe à tel ou tel conseil d'administration, ça c'est normal, parce que c'est lié à l'intégrité de la fonction. Mais la vie privée, quand même, plus personne... Donc il faut une étanchéité totale. Sur la vie privée, oui. Et sanctionner tous ceux qui franchissent la ligne. Évidemment, évidemment. Par parenthèse, vous, encore une fois, vous êtes une personnalité publique, vous n'avez jamais été soumis à ce type de menaces, de divulgation à part quelques lettres anonymes un peu racistes, même très racistes, quelques menaces de mort, mais ceux qui envoient les lettres ne signent jamais, on ne peut pas leur répondre. À 16h tout à l'heure, donc la réforme des retraites arrive à l'Assemblée. Oui. 42 000 amendements, c'est encore plus qu'en commission spéciale. Aujourd'hui, il y a un syndicat, alors c'est pas une journée d'action, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est jeudi la journée d'action, on va en reparler, mais aujourd'hui il y avait un appel à perturber les transports, en particulier la RATP. On voit que la RATP fonctionne quasi normalement. Qu'est-ce que ça dit du mouvement? Il est complètement essoufflé? Non, ça dit simplement qu'il y a besoin que les syndicats travaillent ensemble, agissent ensemble, et que aujourd'hui, c'est une initiative d'un syndicat, l'UNSA, Métro RER, notamment, et je pense que les salariés, dans leur globalité, ont besoin d'agir ensemble. Et donc, vous avez raison de le rappeler, la journée d'action, c'est jeudi prochain. Mais l'UNSA avait été moteur aussi dans la mobilisation contre la réforme des retraites. On s'en souvient. Dès le début de l'automne, il avait perturbé fortement le travail. Ça avait presque allumé la mèche, en fait. Aujourd'hui, c'est un échec. La réussite de ce mouvement, c'est le fait que les syndicats soient unis, à la RATP, à la SNCF, comme dans tout le pays. Je vous le rappelle, une majorité de syndicats représentant une majorité de salariés sont contre cette réforme. Et donc c'est ça qui fait la force de ce mouvement. Et on le voit tous les jours dans des initiatives en province, dans la rue, à l'hôpital, un peu partout. J'ai eu l'occasion de le vérifier. Et alors comment ça va se passer jeudi ? Jeudi, il y aura des grèves. Il y aura des grèves dans le public, dans le privé. Dans les transports aussi ? Il y aura des grèves dans les transports aussi. Vous pensez que ça prendra plus qu'aujourd'hui ? Quand il y a unité des organisations syndicales, forcément, c'est plus fort et ça donne confiance. En tout cas, c'est l'occasion jeudi, puisque vous l'avez rappelé, le projet de loi, enfin, si on peut appeler ça une loi, passe à l'Assemblée nationale, de rappeler que une très grande majorité des citoyens sont contre cette réforme. Pour dire les choses très familièrement, pour vous, les carottes ne sont pas cuites, comme on dit. Ah non, elles sont pas cuites du tout. Premièrement parce que nous allons, et vous le savez, nous proposons des alternatives à ce projet. Et demain, à la conférence de financement, la CGT va présenter, j'aurais pu vous le ramener, va présenter un dossier complet pour montrer quel financement il y a besoin pour améliorer notre système. Et puis la mobilisation est toujours là et l'opposition de l'opinion publique est toujours très présente. Et ça serait... Enfin, on va nous présenter... on présente une loi qui est plus qu'à trous.
Il n'y a même pas 30% de la loi qui est écrite. Et on nous dit, oh, ça on verra plus tard, ça on verra plus tard, ça on verra plus tard, par ordonnance. Enfin, quand il y a une telle défiance vis-à-vis d'une loi, on est un peu plus précis. Il y a encore l'anecdote de la semaine dernière où on nous dit les pensions vont évoluer sur la base d'un indice qui n'existe pas. Enfin, est-ce que c'est sérieux ? Alors, hier, Gilles Legendre, sur LCI, a défendu le principe que l'INSEE, effectivement, fabrique un nouvel indicateur qui tienne compte à la fois des salaires, salaires et de tous ceux qui ne sont pas salariés. Vous dites, est-ce que ça, c'est quoi ? Mais c'est pas sérieux. On nous dit, on va calculer l'évolution du point, donc des pensions, sur un indice qui n'est pas encore construit. Enfin, en gros, c'est... Faites-nous confiance, on s'occupe de tout. Mais c'est pas comme ça qu'on convainc l'opinion publique, la preuve. Ouais. Vous êtes d'accord avec la stratégie d'obstruction revendiquée sans aucune ambiguïté par Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, qui dit oui, c'est vrai, on empêche la discussion, mais ce qui nous intéresse, c'est de bloquer. Moi, je ne connais pas bien les mécanismes à l'Assemblée nationale, mais... Pardon ? Moi, j'ai jamais été député, je suis désolé. Par contre, je comprends que les députés, parce que nous avons nourri la réflexion de l'ensemble de la classe politique, reprennent à leur compte des choses que nous avons dites. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète ? Par exemple, comment on prend en compte la pénibilité ? Comment on fait en sorte que ce qu'on appelle les seniors travaillent au moins jusqu'à 60 ans plutôt que de repousser l'âge de la retraite. Mais ça empêche la discussion, dit le gouvernement, le fait d'accumuler des milliers et des milliers d'amendements. Il vaudrait mieux pas une belle discussion, des beaux échanges comme propose le gouvernement ? En tout cas, je ne connais pas le détail des 42 000 amendements. En tout cas, je sais qu'il y a des questions de fond qui méritent effectivement d'être débattues, mais avec précision. Pas en disant on verra ça plus tard, on agira sur ordonnance, vous voyez ? 42 000 amendements en 2 semaines, peut-être 3 si l'Assemblée nationale dégage une 3e semaine. C'est peu pour les 42 000 amendements. L'usage du 49.3, le gouvernement ne l'exclut pas. Aussi dit Gilles Legendre, le patron des députés majorité, hier au grand jury, s'il le faisait. Je pense que ça serait la première fois qu'un gouvernement avec une telle majorité à l'Assemblée nationale est obligé de passer en force. Mais ça montre bien que quand on n'a pas convaincu, eh bien on passe en force. C'est pas très démocratique avec toutes les mobilisations qu'il y a eu, avec cette opinion publique. C'est pas très démocratique de procéder de la sorte, mais on a affaire quand même à un gouvernement autoritaire et c'est pas la première fois qu'on le voit. Déni de démocratie. Oui, on peut qualifier ça comme ça. Quand on n'arrive pas à convaincre avec ces arguments, et pourtant ils en ont usé de la salive, si vous me permettez de l'expression, plus ils défendent leur projet de loi, moins les Français la comprennent. C'est quand même grave. Philippe Martinez, vous travaillez à Renault. Oui. Renault, dans le rouge, pourrait fermer des usines. C'est à la une des Échos. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information ? Moi, je ne suis pas à la direction de Renault. J'ai entendu une dirigeante de Renault l'évoquer, oui. Ouais. C'est proprement scandaleux. Renault a fait des milliards de bénéfices ces dernières années, qui ont été beaucoup dans la poche des actionnaires. Carlos Ghosn a dû en prendre pas mal dans sa poche. Et aujourd'hui, parce qu'il y a 112 millions de déficit, c'est une goutte d'eau, eh bien, on applique... toujours les bonnes vieilles recettes pour rassurer les actionnaires. Il n'y a rien de tel qu'une fermeture d'usine ou des suppressions d'emplois pour faire monter... dans l'Hexagone. Pour faire monter quoi ? Pour faire monter le cours de l'action, chère madame. Ça marche à tous les coups, ça. Ça marche à tous les coups. Le problème qui est posé, c'est la stratégie de Renault. C'est revoir les fabrications d'automobiles en France, la gamme, la motorisation. Et je sais que la CGT Renault, très prochainement, va présenter un projet pour avoir une entreprise où on conjugue les questions économiques, les questions techniques et les questions sociales. Donc vous nous dites ce matin, Renault n'a pas besoin de faire d'économies. Les 2 milliards qui sont annoncés d'économies, tous les 3 ans, c'est uniquement pour graisser la patte, si je puis dire, ou en tout cas enrichir les actionnaires. Écoutez, ça fait quelques années que je travaille chez Renault. À chaque fois, on a fait comme ça. Moi, j'ai le souvenir de l'usine belge de Vilvoorde. Je crois qu'avec l'annonce de la fermeture, l'action avait bondi de plus de 30%. Vous voyez, ça marche à tous les coups, et pas que chez Renault d'ailleurs. En tout cas, c'est une crainte ce matin pour vous qu'il y ait des fermetures. Il y a besoin de réorienter la stratégie de Renault. Par exemple, en revoyant les questions de motorisation au moment où on parle environnement et écologie. Et pas en fermant des usines. Non, parce que c'est toujours les salariés qui trinquent
suite à des mauvaises décisions des dirigeants des entreprises. Il faudrait que ça se change un peu. Merci beaucoup, Merci Philippe à vous. Martinez, d'avoir été l'invité ce matin de LCI. Et dans un instant, à votre place, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.